Bon, merci à tout le monde ici aussi nombreux. Donc, comme vous voyez, on est un peu sous les feux des projecteurs et c'est grâce à Follow. Donc c'est une application avec laquelle on travaille et qui va vous présenter, Marie va vous présenter brièvement à quoi ça consiste et comment ça fonctionne. Ensuite il y aura Thierry qui nous parlera du diagnostic clinique des entorses du genou. Puis Sébastien Bruno qui nous fera l'imagerie. Benoît la chirurgie du ligament croisé. Ensuite moi-même je vous fais les lésions dites associées, les ménisques et les plans latéraux. Et on terminera par la rééducation pré- ou post-opératoire des entorses de genoux avec Loïc Carla. Voilà, vous avez passé une bonne soirée. Si vous n'hésitez pas à intervenir, à poser des questions, c'est fait pour échanger, c'est pas didactique. Je suis Marie de la Roche-Brochard, la cofondatrice de Follow, et je remercie Nicolas Verdier et Benoît Bouteau de m'avoir invité ici ce soir. Pourquoi est-ce que je voulais être ici ce soir? Tout simplement parce que lorsqu'on a monté Follow il y a de cela 3 ans, c'était avec la vraie envie de promouvoir le partage de connaissances dans le milieu médical. En effet, lorsque nous avons monté Follow, nous l'avons fait avec un groupe de chirurgiens orthopédistes, de médecins du sport et de kinésithérapeutes. Notre ambition était de pouvoir créer un outil de partage pour les chirurgiens orthopédiques, pour les kinésithérapeutes et pour les médecins du sport. L'idée de cet outil, le cahier des charges, était de pouvoir faciliter la recherche en collectant de la donnée auprès des patients, mais aussi auprès de vous lors de la consultation. Tout cela grâce à un outil qui avait été pensé exprès pour cela, ce qui veut dire qu'il y a une expertise métier. On ne trouve que du contenu orthopédique dans notre outil afin que vous puissiez évoluer facilement et collecter les données qui vous intéressent, et puis surtout parce qu'on est tous là pour ça, pouvoir mieux suivre les patients. L'idée, c'est qu'une fois que vous avez bien suivi vos patients, collecté ces données, l'idée va être de pouvoir exporter ces données, pouvoir faire des études, pouvoir faire de la recherche et organiser des soirées comme celle-ci afin de partager ce qu'on a pu découvrir, ce qui fonctionne, mais aussi ce qui ne fonctionne pas. Alors pour cela, on s'est notamment appuyé sur les nouvelles technologies, puisqu'aujourd'hui, après avoir passé beaucoup de temps en salle d'attente, on s'est rendu compte que vos patients aussi passaient beaucoup de temps en salle d'attente. Voire même, dans certains cas, il peut arriver que le patient passe plus de temps en salle d'attente qu'avec son praticien. Et donc du coup, on a voulu exploiter ce temps-là. Donc, on vous a donné un assistant via une tablette en salle d'attente qui va faire travailler le patient, lui préparer l'interrogatoire, collecter des scores ô combien bénéfiques à la recherche. Et puis aujourd'hui, on va un peu plus loin puisqu'on est en train de tester un système de questionnaire à distance pour pouvoir suivre le patient même lorsqu'il n'est plus dans votre salle d'attente et plus dans votre cabinet. Bien sûr, tout cela n'est pas possible, on ne pourrait pas collecter de la donnée si derrière cet outil ne correspond pas aussi à votre quotidien, parce que c'est bien beau de vouloir collecter de la donnée, mais s'il ne se marie pas, s'il ne s'insère pas de manière très naturelle dans votre quotidien, avec de l'intuitivité, de la fluidité, comme on peut en retrouver aujourd'hui sur les nouveaux appareils, et bien dans ces cas-là, tout ce travail serait vain. Et puis je vais conclure là-dessus. Le but ultime de tout ça, je tiens à le répéter, c'est de pouvoir partager ses connaissances. Aujourd'hui, avec des soirées comme celle de ce soir, et demain, nous sommes en train de travailler pour pouvoir faire de Follow une plateforme sur laquelle tout le monde pourrait partager ses connaissances. Un jeune chirurgien, un jeune médecin, un jeune kiné pourrait s'inspirer de la pratique d'un chirurgien, d'un médecin ou d'un kiné avec plus d'expérience, où les études multicentriques se feraient avec plus de fluidité. En attendant ce lendemain, je l'espère, innovant, je laisse la place à tous les intervenants de ce soir et les remercie de partager avec nous toutes leurs expériences. Bonsoir à tous. Tout d'abord,
je tiens à remercier Nicolas et Benoît pour m'avoir convié à cette soirée ce soir. Ils m'ont demandé de parler un petit peu des entorses du genou. Alors je ne vais pas vous faire un topo qui est un peu cours de fac, mais on va essayer d'aborder un petit peu l'entorse du genou, version terrain, comme si on était sur le bord d'un terrain et comment on peut trouver un joueur blessé et comment essayer de diagnostiquer rapidement et de manière précise. Donc ces lésions du genou, ces entorses du genou sont quelque chose qui sont très très fréquents dans le sport, notamment dans le football. On peut en trouver aussi dans le ski alpin, dans le hand, dans le volley. Ça devient quelque chose qui touche pratiquement tous les sports. Il faut savoir quand même, pour avoir arrivé à une entorse, notamment une lésion du croisé antérieur, que normalement ce croisé antérieur peut soutenir une charge de plus de 50 kg. Donc si un traumatisme qui entraîne une lésion de ce type, c'est quand même un traumatisme assez important. En sachant que ce ligament croisé peut se distendre de 20% naturellement. Plus il va être fléchi, plus il pourra s'étendre. Donc là aussi dans le mécanisme lésionnel qui va être quelque chose d'important pour nous aider au diagnostic, il faut tenir compte un petit peu de tout ça. Donc l'abord d'un joueur qui va être blessé sur le terrain, c'est d'arriver dans un contexte où il va falloir décider rapidement d'abord de savoir qu'est-ce qu'il a comme type de pathologie, et secondairement de savoir s'il peut jouer ou s'il ne peut pas jouer. Voilà. Donc question essentielle, le joueur peut-il rester sur le terrain ou pas? Donc vous êtes, imaginez-vous sur un bord de terrain, sur un banc ou sur un côté, un joueur se blesse. Premier élément, c'est d'essayer de suivre cette action qui a pu entraîner cette lésion pour avoir déjà son avis sur le mécanisme lésionnel. Souvent sur un terrain, on essaie quand même de regarder donc, le match, on essaie de voir un petit peu ce qui s'est passé. Par contre, il ne faut pas tenir compte, c'est quelque chose assez fréquent, du cri que le joueur va porter. L'importance du cri n'est pas du tout en rapport avec la lésion. Je parle de football, oui. Des fois, plus les cris sont importants, moins il y a eu de contact, moins il y a de blessures, voire il n'y a même pas de contact du tout. Donc, pas tenir compte de ça. Par contre, vous allez arriver sur le terrain avec un contexte de match. Donc, ça va être le délai dans lequel le joueur s'est blessé, ça va être le score du match, ça va être l'ambiance du match, vous allez avoir un arbitre autour de vous, vous allez avoir un kiné que vous avez quand même essayé de lâcher en courant plus vite que lui pour arriver plus vite sur le joueur, donc il faut se méfier qu'il ne vous prenne pas votre pain de quotidien, quoi. Donc il faut se battre un peu déjà avec le kiné pour arriver à examiner le joueur en premier. Et une fois qu'on a tout ça, donc on va essayer de l'examiner. C'est plus mal à rester sur la diapo. Donc, tenir compte de tout ce contexte, de l'ambiance, de pas mal de choses qui vont faire que c'est complètement différent qu'un patient qui vient au cabinet que vous allez pouvoir examiner tranquillement. Malgré tout, le but c'est d'avoir un arbre décisionnel pour arriver à porter le diagnostic et pour après, éventuellement, le faire jouer ou l'évacuer. Petit rappel anatomique donc, sur le genou, mais vous connaissez tous, il y a un pivot central avec les ligaments croisés, des ligaments collatéraux, après des surfaces osseuses et des surfaces méniscales, pour faire simple. Là encore, le mécanisme du genou avec le déroulement de flexion, qui est un mécanisme qui donc va faciliter la lésion du croisé antérieur, par exemple. Donc on arrive sur le terrain, qu'est-ce qu'on va devoir éliminer en premier? C'est les signes de gravité. Donc, si le joueur répond, ou peut répondre, demandez s'il y a une notion de craquement, de déboîtement, de douleur fulgurante qu'il a pu percevoir, voire d'arrachement. Essayez de trouver aussi donc une instabilité, d'essayer de trouver une impotence fonctionnelle, essayez de lui demander vraiment quelle est l'intensité de la douleur, de voir si vous n'avez pas une déformation, de voir s'il n'y a pas des complications neurovasculaires, mais c'est très grave. Et à partir de tout ça, on peut essayer de le sortir du terrain. L'examen, sur le terrain, à proprement parler, est quand même assez difficile, on a peu de temps. On a un arbitre qui nous met la pression pour évacuer rapidement le joueur. Des joueurs qui peuvent crier à côté en fonction des problèmes de carton rouge ou carton jaune. Donc dans ce contexte, il faut essayer d'évacuer tout ça et de rester calme pour évacuer et éliminer ces notions de gravité. Donc si on a ce joueur qui est blessé au bord du terrain, on va le sortir du terrain en lui-même et on va le mettre sur le côté. Donc déjà, le contexte est un petit peu différent, on a un peu plus de calme, un peu plus de tranquillité, on est avec le kiné et le joueur.
On va refaire un petit peu l'interrogatoire, l'examen. C'est déjà un petit peu plus tranquillisant pour nous. Néanmoins, il y a cette notion de temps. Hein. S'il est blessé gravement, il faut le remplacer. On le coach de loin, vous faire des signes pour savoir qu'est-ce qu'il a. Et donc cet arbre décisionnel va devoir se faire en quelques secondes ou quelques minutes. Donc on va refaire un examen qui est un examen, on va dire classique. Hein. On va rechercher un œdème, on va rechercher un épanchement. Si l'épanchement est apparu très rapidement dès la sortie du terrain, mais il y a un fort risque d'hémarthrose, donc un fort risque de lésion du croisé. Regardez s'il y a des plaies, regardez s'il y a des déformations. La palpation, là aussi, tout à fait classique. On recherche des points douloureux osseux, au niveau fémoral et tibial, au niveau rotulien, des points ligamentaires, des points méniscaux. Bon, examen palpatoire, tout à fait classique. On va essayer, si le joueur le permet, si la douleur le permet, de le mobiliser, d'essayer de trouver une laxité antéro-postérieure. Là aussi, il est souvent quand même très intéressant de pouvoir examiner le joueur rapidement, car cette fameuse laxité, on la trouve au début de la lésion, hein, très rapidement après la lésion. Plus le temps va passer, moins on va la mettre en évidence cliniquement, parce que le joueur a mal, il va se bloquer sur le plan neurologique, et ça va être difficile de la mettre en évidence. Et si vous le voyez le lendemain ou le surlendemain au cabinet, ça sera encore plus compliqué. Donc l'intérêt de trouver cette laxité antéro-postérieure très rapidement sur le terrain va vous donner vraiment un diagnostic assez facile. Mais il faut se dépêcher. On va essayer de faire des tests dynamiques en rotation interne et externe, et on va faire des tests méniscaux et autres. Alors je vous ai montré quelques images sur ces tests-là. Le test de Lachman, que tout le monde connaît, hein, avec essayer de se retrouver ce déboîtement tibial par rapport au fémur. Donc on peut mobiliser comme ça avec les deux mains, empaumer et puis essayer de trouver cette laxité. D'autres techniques qu'on peut faire toujours pour chercher ce tiroir, mais j'aime bien faire la technique gauche, une technique un peu ostéopathique, où on mobilise avec la jambe du patient entre les jambes. Il y a un certain relâchement que le patient va pouvoir exercer puisqu'il se sent maintenu. Mais bon, ça c'est très dépend de chaque médecin. Le greening test, par rapport au test de ligament croisé, moi je ne suis pas fervent de faire un test de pivot shift sur le terrain parce qu'on peut effectivement retrouver un ressaut, une douleur, mais dans le contexte, c'est pas forcément évident. Donc je préfère le faire soit le lendemain, soit en dehors du contexte de terrain. On va rechercher un petit peu des lésions méniscales au niveau de l'interligne. On recherche un épanchement rotulien. Donc ça, ce sont des tests tout à fait classiques. On recherche après des latéralités, souvent valgus pour reprendre un petit peu le mécanisme lésionnel. Donc, à partir de cet examen, cet interrogatoire, de cette palpation, on va devoir donner rapidement une idée de dire est-ce qu'il y a une gravité ou pas. S'il n'y a pas de gravité, il va falloir reprendre le terrain rapidement. On a pu malgré tout, sur les quelques minutes qui nous étaient données sur le bord du terrain, glacer avec une bombe, avec une vessie, on peut donner un petit peu d'arnica, on peut le remettre debout, essayer de lui faire des petits pas, le faire courir, le remettre en confiance et le remettre sur le terrain. On peut passer tout à fait à côté d'une lésion un peu plus grave, donc on a quand même quelques minutes, le joueur va nous dire rapidement mais je ne peux pas courir, je ne peux pas accélérer, je ne peux pas sauter. Donc même si on s'est trompé sur le plan diagnostic, on a encore une petite chance de se rattraper et le joueur va nous aider à nous rattraper. Si donc douleur ou impotence, mais d'une entorse non grave, on va passer à une entorse grave. Autre moment dans le déroulement du match où on peut réexaminer le joueur en fonction du moment où est intervenue sa blessure, c'est on peut reprendre tranquillement dans l'escalier à la mi-temps ou à la fin du match, le même examen, le même interrogatoire, mais dans un contexte beaucoup plus calme. Donc on fait ce qu'on a fait un petit peu sur le terrain, et là aussi on va essayer de trouver soit des lésions de gravité qui vont nous faire immobiliser, qui vont le faire évacuer peut-être rapidement pour une imagerie le soir même, ou au contraire prévoir très rapidement une imagerie avec votre radiologue correspondant qui est gentil de garder son téléphone allumé le soir à 23h. Merci Sébastien. On va donc diagnostiquer une gravité ou pas. On se sert, moi je me sers souvent de la classification de Rodino par rapport à ces lésions de genoux. Donc Jacques Rodino avait mis 4 paramètres, externes, internes, croisés, pour essayer de faire soit des triades, soit des pintades décisionnelles par rapport au diagnostic. Bon là aussi c'est des choses qui sont assez
assez classiques. Hein. Par exemple, pour la trisomie interne, vous avez une atteinte du ligament latéral interne, plus ou moins associée à un croisé et des lésions méniscales. Donc on a un petit peu le pendant en externe, avec donc atteinte du compartiment externe global. On peut avoir des pentades où là, tout est un petit peu touché. Pentade interne, pentade externe aussi. Donc même problème, si on peut dire. Donc voilà, vous êtes sur le stade, vous avez donc déjà votre diagnostic. Soit le joueur a pu reprendre, il a fini son match, donc c'était une entorse vraiment minime ou quasi non existentielle. Soit une entorse grave, et donc on va le revoir quelques heures après, le lendemain, au cabinet, au centre d'entraînement, pour refaire un petit peu le point. Donc le lendemain ou le surlendemain, on reprend pareil, hein, c'est assez répétitif comme type de décision. On va reprendre l'interrogatoire, on va reprendre l'examen clinique, et on va voir déjà si sa clinique a évolué. Est-ce que l'épanchement qu'on voit le lendemain était pas là la veille? Est-ce qu'une laxité ou un blocage était là quand on le voit le lendemain au cabinet? Et en fonction, on peut donc préciser une imagerie. Souvent, ça va être l'IRM qui va être quand même notre aide la plus constante. Hein. On peut éventuellement faire une radio, mais l'IRM va être l'imagerie décisionnelle pour porter le diagnostic. Si on reste sur des entorses bénignes, c'est souvent des entorses qui concernent les compartiments latéraux, on va avoir donc souvent un mécanisme en valgus et rotation externe, qui va être un petit peu le cas pour les entorses du croisé. On a une majorité d'entorses qui vont toucher le compartiment interne. On n'a pas de laxité, donc le traitement va être au premier temps de glacer. Des anti-inflammatoires, plus ou moins une attelle, souvent dans les 15 premiers jours, de la rééducation très rapidement, et le joueur va pouvoir reprendre, après un processus de rééducation, le sport au bout d'un mois et demi. Si par contre on a une entorse grave, avec une rupture du pivot central, le mouvement là aussi c'est souvent un mouvement de valgus et de rotation externe. On a souvent le pied qui est implanté au sol, il y a le genou qui va être fléchi avec un mouvement interne du genou et une rotation externe du tibia. C'est le mécanisme le plus classique pour les lésions du croisé. Il peut y avoir d'autres mécanismes lésionnels, hein, comme des rotations internes ou des mouvements d'hyperflexion. Dans ces cas-là, vous le glacez, vous mettez une attelle, vous donnez des antalgiques, vous prenez des cannes, vous prenez rendez-vous pour faire un IRM rapidement et vous contactez un chirurgien pour qu'il le voie secondairement. On peut trouver aussi quelques lésions associées, hein, on n'est plus tout à fait dans l'entorse pure, mais quelques lésions méniscales, des luxations de la rotule et des ruptures du tendon quadricepital, même si c'est relativement rare. Donc pour conclusion, voilà, nous avons un joueur qui était spécialement comédien, on va dire, qui joue maintenant en Italie, je pense qu'il a trouvé son terrain de prédilection. Très souvent il hurlait, il criait, et très souvent il n'avait rien. Je vous remercie. Bonsoir, merci. C'est la pause, c'est le topo de radio. C'est un peu long, il y a beaucoup d'images, je vais aller très vite parce que c'est très redondant. Donc ça y est, le gars il est blessé, on l'a pour un examen d'imagerie. Voilà, tout bilan clinique a été fait avant et il y a quelques cas où le couple radio-échographique reste important et la plupart du temps c'est pour les gamins. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de voir une fracture du massif spinal qu'on ne voit pas très bien forcément sur une IRM, même si qu'on a l'habitude quand même on y arrive, mais voilà, donc pour les gamins, le couple radio-écho, dans un premier temps, c'est pas mal. Il y a ce petit signe ici qu'on voit, qu'on appelle le latéral femoral notch time, c'est une petite impaction du condyle externe, c'est lié au traumatisme en valgus. Et puis on voit classiquement une petite fracture de seconde, mais on peut également l'avoir en IRM. Donc une fois que on a fait ça pour les gamins, sinon on fait une IRM. On a deux sortes d'ordonnances, je vous laisse juge. On préfère les ordonnances de droite, on est plus motivé pour faire des comptes rendus. Et après, en IRM, une fois qu'on a fait l'examen, on a un plan bien défini, on essaye de s'y tenir. On va regarder les différentes structures, on commence par l'os, le cartilage, après on passe au ménisque, et après on va vers le ligament. Donc ce sont des images d'entorse que j'ai mis globalement.
Les contusions osseuses, hyper important, elles racontent une histoire. Vous regardez où il y a l'œdème dans l'os et vous savez, vous arrivez à refaire le mécanisme. Donc c'est concordant avec l'histoire du médecin, c'est bien d'avoir des confrères avec qui on s'entend et qui on peut parler au téléphone. C'est pour ça qu'on se crée des réseaux, les gars ils m'appellent, ils me disent je pense qu'il a fait un valgus. Après on peut passer au Girondin, le gars il nous montre la petite vidéo du traumatisme. Bref, nous après en IRM on arrive à dire ouais je suis d'accord ou alors je suis pas d'accord. Donc vous voyez sur l'image de gauche des contusions du compartiment externe et qui ne sont pas en face l'une de l'autre, il y a donc une rotation externe et un valgus, donc une très forte suspicion de rupture du ligament croisé antérieur. Sur votre image de droite, il y a une grosse impaction du condyle, la petite condylienne, et donc c'est un traumatisme en hyperextension, il y a probablement une rupture du ligament croisé postérieur. Voilà. Donc on essaie de refaire l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais pas d'ordonnance, quelqu'un qui a une fille, handball. Voilà, vous avez toutes les contusions qui montrent une nucléation de rotule désormais réduite. Une contusion d'aileron rotulien médial, une impaction dans le condyle externe, une hémarthrose, voilà une reconstruction frontale. Donc vous avez le diagnostic juste en image. C'est pas forcément facile parce qu'elle revient, sa rotule n'est plus luxée. Ça c'est le cas du gamin, rugby, 14 ans, il est en sport études hockey et à l'école on l'oblige à jouer au rugby. Moi je fais des dispenses de sport quand il y a rugby pour mes enfants à l'école, je joue pas au rugby à l'école. Et on voit, donc là c'est plus une entorse parce que le gamin qu'est-ce qu'il se fait? Il se fait une fracture et donc on voit une grosse fracture qui passe par le massif spinal, par l'épiphyse tibiale, un gros trait tout pourri, du jus partout. Et le problème c'est que le massif spinal, dessus s'insère le ligament croisé antérieur, par chance lui il n'avait pas du tout avulsé son massif spinal, il est bien inséré. Il y a des tests cliniques qui ne sont pas forcément faciles, hein. Le gamin il a mal, il y a un peu de jus. Traitement conservateur pour ce gamin qui rejoue au hockey, au rail, il n'y a pas eu de problème particulier, il joue au boxer. Et il y avait un super signe ici là, sur le sagittal, je ne sais pas si vous voyez, il y a des signes de lipohémarthrose, c'est-à-dire qu'il y a de la graisse qui est passée dans l'articulation, on est sûr qu'il y a une fracture quand il y a une lipohémarthrose. C'est mon ancien patron qui avait fait un topo là-dessus. Il n'y a peut-être pas besoin de ça, si. Donc voilà pour les contusions osseuses, on regarde vachement les contusions osseuses, on est très intéressé. Il peut également y avoir des fractures chondrales, j'en ai pas parlé parce que j'ai pas beaucoup de temps. Les ménisques, l'anatomie, voilà ce qu'on voit en IRM, un ménisque c'est noir, c'est du fibrocartilage, ça n'est pas hydraté, sauf le mur méniscal où on peut voir une petite artère. Je vous passe tout ça. Voilà, il y a plusieurs sortes de lésions méniscales, il faut faire attention à ce qu'on décrit, parce qu'il y a des fissures qui sont traumatiques, il y a des fissures qui sont dégénératives, il y a des fissures stables et instables. Alors, on essaye de faire un beau compte rendu, c'est pas pour aider le chirurgien, parce que le chirurgien, il connaît ça, mais c'est pour aider le médecin traitant, pour aider les médecins qui ont moins l'habitude des fissures, parce qu'on n'opère pas des fissures dégénératives à 80 ans, et on opère des fissures traumatiques radiaires à 14 ans pour les réinsérer. Voilà en gros les fissures dégénératives. C'est-à-dire que quand on fait une arthroscopie, vous me direz si j'ai tort, mais les fissures dégénératives sur une arthroscopie, on ne voit pas forcément la fissure puisqu'elle est intraméniscale. Alors que les fissures radiaires, qui correspondent à cette fissure, on les voit, et les fissures longitudinales verticales, on les voit également, et en appuyant dessus, ça s'ouvre un petit peu. Voilà une fissure dégénérative. Voilà une fissure longitudinale verticale, potentiellement instable, puisqu'elles peuvent s'ouvrir et former des anses de saut, c'est ce que je vais vous montrer. Voilà une diapo qui montre ici une lésion longitudinale verticale proche du mur méniscal, ici une fissure dégénérative avec sa petite zone de chondropathie, ici une fissure mixte, vous avez la fissure longitudinale horizontale et la petite fissure radiaire associée. Ici une fissure radiaire pure dans le segment moyen, ici un gros ménisque discoïde dégénératif et fissuré. Celle qu'on voit le plus souvent dans les traumatismes du footballeur, dans les triades internes, c'est la rupture radiaire de la corne postérieure du ménisque. C'est-à-dire que le ménisque, proche de son attache méniscale, il est coupé et il y a un écart, c'est ce qu'on voit ici. Ici il est normal et ici, bon, on a l'impression qu'on voit un truc, mais ça c'est de la bouillie. Et ce ménisque est désinséré, ne s'insère plus sur son frein méniscal. Et donc ce sont ces lésions qu'il faut traiter parce qu'elles sont instables. Les lésions longitudinales verticales, excusez-moi, c'est un peu chiant comme terme, mais elles peuvent se transformer en anse de saut. Vous avez l'image iconographique. Qu'est-ce qu'on voit sur une coupe axiale? On voit un bout de ménisque dans l'échancrure, et on voit sur une coupe frontale, ici, un bout de ménisque qui n'est pas au bon endroit. Sur les coupes sagittales, il y a des signes, c'est le signe du double ligament croisé postérieur, c'est-à-dire qu'on a un croisé postérieur normal, et ça c'est un fragment de ménisque. Et sur l'autre coupe sagittale, on a un aspect de double corde antérieure, c'est-à-dire qu'il y a une partie du ménisque postérieur qui est passée devant. Quand vous avez ces deux signes, vous savez qu'il y a une anse de saut méniscale, et c'est la seule urgence pour nous les radiologues
on a une petite vie tranquille, où il faut qu'on prenne le téléphone pour appeler le chirurgien parce que les gens sont en flésomme, irréductibles et il faut les opérer rapidement. Vous avez la même image, à gauche le signe du double ligament croisé postérieur, voilà le ménisque, voilà le ligament croisé postérieur, et sur l'autre coupe, la double corne antérieure. Sur une petite vidéo qui va aller très vite, je vais la relancer, vous voyez ici le fragment méniscal qui vient se raccrocher ici. C'est-à-dire que vous avez la fracture méniscale ici, le condyle qui coupe le ménisque en deux parties avec un fragment migré dans l'échancrure qui gêne. Ici. Donc on a fait l'os, on a fait le ménisque. On va parler des ligaments. On nous dit, nous, les radiologues, que de toute façon, l'IRM, elle n'est pas faite pour le ligament croisé antérieur. C'est vrai, c'est pas le ligament qu'on analyse le mieux en IRM, quoique. Donc en gros, l'IRM, c'est vrai que souvent, un médecin qui a l'habitude, un chirurgien, il nous l'envoie, il a déjà son diagnostic, et il se trompe, sincèrement, assez rarement. Après, des fois, il y a des discussions entre partielles et complètes, mais ça, c'est autre chose, c'est la prise en charge après qui change. Donc les gars, ils arrivent, ils ont déjà un diagnostic clinique posé de croisé, partiel, complet, ou juste pas de croisé, on va juste rechercher les ménisques. Donc l'IRM, elle sert à quoi? Elle sert à iconographier le reste. Mais on est de mieux en mieux sur les croisés, pourquoi? Parce qu'on réalise maintenant des coupes millimétriques, et on peut donc travailler dans un volume. Donc vous avez le signal du croisé antérieur, qui est un peu plus hétérogène que le croisé postérieur, qui ressemble vraiment plus à un boudin bien homogène. Dans le croisé, il y a antérieur, il y a un petit peu de liquide. Le mécanisme lésionnel, c'est ce dont on a parlé tout à l'heure, et on comprend mieux le mécanisme des contusions sur le compartiment externe que je vous ai montré. C'est facile, dans ce cas-là. On a un ligament croisé antérieur qui ne s'insère plus sur le toit de l'échancrure, c'est comblé par du liquide, c'est cette image-là. Il y a une rupture complète du ligament croisé antérieur. La reconstruction coronale. Quand j'étais plus jeune, il n'y a pas si longtemps, on nous disait, on travaillait en 2D, coupe de 3 à 4 mm, le croisé antérieur il est cassé quand il est horizontalisé par rapport à la ligne de Blumensatt. La ligne de Blumensatt, c'est la ligne du toit de l'échancrure. Donc vous voyez ce croisé antérieur, moi je trouvais que c'était un peu pourri ce système. Le croisé antérieur à gauche, on dit, il est moche. Mais si on traverse la ligne elle reste verticale par rapport à Blumensatt, donc normalement c'est partiel. Je pense que c'est faux. À droite, on voit un croisé qui a l'air continu, mais qui a une forme de hamac, il n'est pas du tout rectiligne, donc on devrait dire partiel. Or, par rapport à ce qui avait été écrit dans les bouquins, on devait dire complète parce que le ligament est horizontalisé. En fait, il y a des ruptures partielles avec des ligaments qui sont non fonctionnels. Ça, c'est l'examen clinique qui jugera de ça. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ce que je fais, moi, parce que j'ai des séquences, on a demandé aux ingénieurs de nous faire des bonnes séquences cubes. On va, sur la séquence sagittale, faire des reconstructions en double ubiquité, ce qui va nous permettre d'explorer le croisé antérieur sur des coupes axiales. C'est ce qu'on voit ici. D'accord? Et comme vous faites toute la hauteur du ligament croisé antérieur, ben vous voyez à un moment s'il disparaît ou pas. Et là, vous savez s'il est rompu ou pas. On arrive à... Ici, on voit que ça a une forme de cacahuète. Pourquoi? Parce que le croisé antérieur est bifasciculé. Et donc, il y a un ligament croisé antéromédial, le faisceau antéromédial, le faisceau postérolatéral. C'est pas toujours facile, mais on peut dire s'il y a un faisceau ou deux faisceaux donc. Ligament croisé, il est comment? Alors c'est pas facile, vous allez le suivre là. Vous voyez ma petite flèche? Ouais. Je vais relancer la vidéo, vous allez le suivre. Il est ici. Il est moche, mais il est continu sur toute sa hauteur. Ça va bien avec ce qu'on voyait de rupture-distension, c'est un partiel. Je vais avancer, on le voit. Bon, c'est un peu technique, c'est peut-être pas passionnant pour vous, mais voilà ce qu'on fait maintenant. Autre cas, il est comment? En haut, il y a une rupture proximale. On se demande s'il y a 3 fibres qui traînent. On va en être sûr, on fait les reconstructions double ubiquité. En haut, on le voit. En bas, pardon, on le voit. En haut, toile de l'échancrure, ben, il n'y a plus de ligament croisé antérieur. Donc là, on est plus tranquille pour répondre à une rupture complète bifasciculaire proximale du ligament croisé antérieur. Même si ça n'a aucune importance, nous on a les images, on est content de pouvoir faire. Je vous en montre d'autres. Danseur, réception sursaut, impotence totale immédiate. On vend un ligament croisé antérieur complet. Un mois après, IRM de contrôle, il n'a donc pas été opéré. Un tiroir énorme,
c'était du tissu fibreux, il a été opéré, il a une ligamentose. Donc il y a des fausses images, ça c'est pas un ligament croisé antérieur continu, c'était simplement des remaniements hémorragiques et au sein de quelques fibres qui traînaient. Il y avait une concordance clinique, c'est-à-dire que la clinique était très en faveur. L'IRM, on a dit également qu'on pensait que c'était complet et ça s'est retrouvé. Le rugby, c'est vraiment le sport le mieux pour les croisés antérieurs parce qu'on est vraiment sûr. Handball, rupture distension partielle, il est moche mais il est continu. Et ici encore une rupture haute avec une désinsertion autoléchante. De temps en temps, on arrive à dire, tiens, parce que le gars, il dit, le clinicien, le chirurgien, lui dit, bah, il y a un arrêt, mais il est un peu retardé, on a l'impression que c'est partiel, ou il y aura peut-être une mise en nourrice. Et de temps en temps, on voit un croisé antérieur qui vient comme ça, épouser le ligament croisé postérieur. C'est joli, on dit qu'il est probablement en nourrice. Après, ça dépend du sport, ça dépend de tout, l'indication chirurgicale. C'est le chirurgien qui discute avec le sportif. On a bientôt fini. Il y a de temps en temps des ruptures de ligamentoplastie. Là, c'est mon seul cas de rupture d'un ligament, d'un transplant d'acron qui s'est carrément désinséré du tunnel tibial. Et ici, le truc plus emmerdant, la rupture de ligamentoplastie habituelle, KJ. On voit les deux séquences et on ne voit plus de ligament croisé antérieur continu. Un joueur de foot de l'équipe de Thierry, ligamentoplastie. On voit ça en contrôle, il n'est pas bien sur le terrain, il ne se sent pas stable. On avait déjà notre idée, on fait une IRM, on voit un ligament croisé qui ressemble plus trop à un ligament croisé, qu'est-ce qu'on peut faire parce que l'IRM, bah, c'est une IRM, on dit bah, le ligament il n'a pas l'air joli, et ben, on fait un télos avec un tiroir monstrueux sur ce genou-là, alors que de l'autre côté. Donc c'est un télos, c'est l'équivalent de votre GNRB où il y a des petites mesures qui ressortent. Nous on le montre en image, ça nous fait gagner notre vie, et on voit donc du côté opéré un énorme tiroir, alors que de l'autre côté, le genou sain est normal. Donc, c'est pas mal pour le patient de voir en image son problème, ça lui permet de prendre conscience. Parce que quand on a un footballeur professionnel et qu'on doit soit refaire une ligamentose, soit arrêter sa carrière, il faut quand même quelques arguments. Il y a un signe que j'aime bien également sur les séquences sagittales, c'est la verticalisation du ligament croisé postérieur. Ça veut dire qu'il y a un tiroir tibial antérieur. C'est un argument supplémentaire pour la fonctionnalité ou non du ligament croisé antérieur. Le LCP, on en voit beaucoup, ils sont quasiment jamais opérés. J'en ai vu dans le foot, j'en ai vu dans le rugby. Donc un croisé postérieur complet, on voit que le ligament qui normalement fait un demi-carré, là, bah, il est sectionné au milieu. De temps en temps, c'est très joli. On voit un gros moignon, on se demande si là c'est rompu complètement. On fait une petite séquence en flexion pour le mettre en tension. Et on voit que bah, ça tient par 10% des fibres. Et puis là, on voit un énorme moignon ligamentaire. Voilà, pour le pivot central. Et on va aider ensuite sur les ligaments. On va finir par le LLI et le LLE. Le LLI peut se rompre à plusieurs endroits. La suspicion clinique, elle est là également. L'IRM, ça permet de faire une stadification en stade 1, 2 et 3, de permettre de dire au chirurgien où il est rompu, mais il le sait souvent également, si c'est en haut, en bas. Donc une désinsertion complète du faisceau superficiel au niveau du condyle chez un footballeur professionnel, donc réinséré, même s'il n'y avait pas d'autres lésions associées. La laxité était telle qu'on lui a mis une encre. Ici, une désinsertion distale récente du LLI. Le problème du radiologue moi-même était que je trouvais que le ligament était bien rétracté, et donc il a été voir un chirurgien. Il y avait également une lésion associée, puisqu'il y avait un partiel sur le croisé postérieur. Ce jeune homme n'a pas été opéré, il a eu un traitement fonctionnel. Un handballeur avec une lésion des deux faisceaux, puisque le LLI, il y a un faisceau superficiel, un faisceau profond, sur lequel le ménisque interne vient s'insérer. Ici, deux jeunes, traumatisme au trampoline, traumatisme gardien de but. On voit un LLI de faible grade, juste sur le faisceau ménisco-fémoral. Ça, c'est, alors non, je ne me trompe pas, ça c'est 10 ans, ça c'est 15 ans. Le compartiment externe, ça arrive également, de temps en temps, c'est quand même beaucoup moins fréquent, le mécanisme est différent. Je vous montre un exemple de désinsertion fibulaire du LLE, mais également du biceps fémoral. Donc un gros point d'angle postéro-externe, évidemment, ça c'est opéré. Celui-là a été opéré. Les associations, c'est ce qui a été décrit. Donc nous, on fait un bilan lésionnel, on a des coupes, un volume sur tout genou, on essaie d'être le plus exhaustif possible. On voit les désinsertions de temps en temps du tendon semi-membraneux, des désinsertions de capsules, donc on voit vraiment beaucoup de choses.
Et après, on essaie de regrouper et faire un beau compte-rendu pour aider nos confrères. Le dernier dossier, voilà, on a montré chaque chose séparément, mais voilà ce que ça donne. Donc des contusions osseuses externes assez importantes, une impaction contre la corde antérieure du ménisque externe. On dit que le croisé antérieur ne doit pas être en forme. Ben, non seulement il n'est pas en forme, mais en plus il est replié, il est migré en avant. Donc il y a un corps étranger dans l'articulation, et il a des grosses contusions, et une désinsertion du faisceau ménisco-fémoral du lévi. Voilà. Attention, la petite blague quand même, des fois une bonne soirée, hein, je vois autant d'entorses du ligament croisé antérieur après les soirées que pendant l'effort physique. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est que on voit nous des images, effectivement, et il y a quand même de temps en temps des grosses discordances radiocliniques. Et j'ai vu des chirurgiens opérer, mais après m'avoir informé, des croisés que je trouvais normaux, mais qui n'étaient pas fonctionnels. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un télos, on voit un croisé qui nous paraît normal. La gamine est instable, ça s'est arrivé récemment dans la clinique. Le chirurgien m'appelle, me dit, pour moi il y a une grosse instabilité. On fait un télos, une asymétrie. Il y avait eu une entorse, le ligament était cicatrisé mais non fonctionnel. Donc il y a des discordances radiocliniques. Merci. Merci déjà Sébastien pour ces belles images, hein, vraiment intéressantes. Je vais moi vous parler uniquement de la chirurgie du ligament croisé antérieur, hein, puisque Nicolas Verdier va vous parler pas mal d'autres lésions ligamentaires et ménisco-ligamentaires du genou. Donc là, on n'a rien inventé. Hein. La première suture du ligament croisé antérieur a été réalisée en 1894 par un Anglais, Mayer Hobson, donc avec un résultat fantastique, c'est en tout cas ce qui est écrit dans son compte-rendu. La première reconstruction semi-tendineuse, c'est un Allemand qui l'a faite, ou du moins qui l'a décrite en 1903, et Kenneth Jones, ça date déjà de 1963, hein, avec le prélèvement au tendon rotulien. Les chirurgiens n'étaient pas les mêmes, tout comme les instruments. C'était effectivement une autre époque avec des chignoles. Donc avant bien sûr d'intervenir, il est essentiel de préparer le patient à la chirurgie. Hein. Ça conditionne vraiment le résultat fonctionnel. Alors on ne demande pas un corps athlétique ni un talon-fesse, on se contente d'une flexion correcte et de diminuer au maximum le flexum. En ce qui concerne l'utilisation des attelles après un traumatisme, on préfère les poser uniquement si on retrouve une laxité interne, hein, et on préfère rééduquer d'emblée les patients pour éviter l'enraidissement et ne pas retarder la chirurgie, puisque celle-ci doit s'effectuer sur un genou bien préparé, mais on arrive souvent entre les délais de l'imagerie et la bonne rééducation sur des délais 4 semaines, facilement quand même. Alors les techniques, il y en a eu plein, il y en a toujours plein. Je vous passe sur les sutures, les plasties extra-articulaires, les prothèses, pour vous parler essentiellement des reconstructions. Donc les reconstructions, on peut utiliser des allogreffes, encore faut-il en avoir, hein. Il faut aller prélever sur un patient en état de mort cérébrale, donc c'est pas toujours évident à obtenir. La technique de Mackintosh au fascia lata a été énormément utilisée, elle reste quand même assez délabrante. Plus récemment et plus fréquemment, on utilise la technique de Kenneth Jones ou la technique de prélèvement au tendon quadricipital, avec toutefois une fragilité de l'appareil extenseur induite. Là aussi très fréquent le DIDT, hein, prélèvement du droit interne et demi-tendineux. Donc là on vient prélever pas mal sur les ischio-jambiers. On utilise des vis résorbables qui pouvaient être à l'origine de kystes intra-osseux, comme vous pouvez le voir sur le scanner à droite. Et beaucoup d'utilisation du DT4 TLS. Alors le DT4 TLS, ça peut être très intéressant. Le problème, c'est qu'on utilise énormément de matériel. Là, la petite image du bas, c'est une reprise que j'ai faite chez un patient qui a eu un TLS. Et vous voyez ce qui sort du produit de forage, hein, donc énormément de tissu synthétique. Donc j'ai fait le ménage après, mais il y en a vraiment beaucoup et il peut en rester. Alors, pour reconstruire le ligament croisé antérieur, aujourd'hui ça se fait bien sûr en chirurgie ambulatoire. Hein. Ça se fait sous anesthésie générale, ça peut se faire sous rachis-anesthésie.
On aime bien l'anesthésie générale parce qu'on utilise pas mal d'anesthésiques locaux. L'image du bas, c'est une injection dentalgique de ropivacaïne sur les ischio-jambiers, ce qui permet de nettement diminuer les douleurs post-opératoires. Bien sûr, au cours de l'arthroscopie, puisque l'alimentoplastie, la reconstruction, c'est bien sûr sous l'arthroscopie, on explore l'ensemble du genou. Hein. Vous avez en haut à gauche l'articulation fémoro-patellaire, la rotule au-dessus, la trochlée en dessous. Vous avez bien sûr les ligaments, le ligament latéral, les ménisques internes et externes. Et puis vous avez l'image d'une rupture franche du ligament croisé antérieur. Ça c'est un patient qui date de cette semaine. Donc la reconstruction, pour refaire une reconstruction du LCA, on utilise une technique out-in avec un tunnel transtibial et un tunnel borgne fémoral. Là vous voyez le passage sur la petite vidéo, le passage du transplant qui vient traverser le tibia et se ficher dans le tunnel borgne du fémur. Donc vous voyez le trajet et le positionnement. Alors on essaie au maximum de conserver les fibres du ligament croisé antérieur. Hein. On se sert aussi de la plastie un peu comme d'un tuteur, en faisant attention bien sûr à ne pas en laisser trop pour pas que ça gêne dans l'échancrure. Donc en première intention, on privilégie l'utilisation du demi-tendineux plié en 4 faisceaux hein, pour reconstruire le LCA. Vous avez ici une vidéo du prélèvement du demi-tendineux avec un stripper. Voilà, on va le chercher quand même assez loin dans la cuisse. Donc une fois qu'on a prélevé le demi-tendineux, on le met bien sûr sur une table pour le préparer, le plier en 4 et le faufiler. Donc ça c'est un petit exercice qu'on fait bien sûr pour bien homogénéiser le transplant, qui est bien sûr filmé en temps réel. Donc une fois que le tendon est prélevé, donc on vient le fixer au fémur et au tibia. Alors nous utilisons donc des endoboutons modernes. Les endoboutons avaient une mauvaise réputation un temps parce que les boucles n'étaient pas assez solides. Aujourd'hui on peut vraiment avoir confiance, hein. Il faut bien sûr un bouton ça tienne. Vous avez là dans ma main le petit implant utilisé. Alors on garde que les fils blancs, hein. Il y a pas mal de fils qui sont enlevés une fois le bouton positionné, ce qui fait qu'on a très peu de matériel. Pourquoi on utilise ces techniques en première intention? On préserve ce qui reste au maximum du ligament croisé antérieur, on limite au maximum l'impact du prélèvement sur les ischio-jambiers, on utilise très peu de matériel, hein, on voit uniquement les petites barrettes métalliques sur la radiographie, et donc on n'a pas de kyste, et ça c'est vraiment intéressant, on a même un comblement du tunnel, et ça c'est vraiment un gros avantage par rapport aux vis résorbables. En deuxième intention, on utilise la technique de Kenneth Jones, un prélèvement au tiers moyen du tendon rotulien avec un prélèvement os-ligament-os. Alors pourquoi en deuxième intention? Il est vraiment intéressant dans les reprises, hein, parce qu'on vient combler la perte de substance osseuse qu'on a sur le tunnel précédent. Maintenant, le KJ, pourquoi en deuxième intention? Parce que vous allez voir comment ça se prélève. C'est quand même agressif hein, pour l'appareil extenseur. Donc là, on prélève la barrette tibiale. Une fois qu'on a disséqué la barrette tibiale tiers moyen du tendon rotulien, eh bien, on vient prélever aussi sur la rotule. Alors là, j'ai un tout petit marteau, mais vous voyez quand même que c'est un geste qui reste quand même agressif et qu'il est quand même préférable de garder en deuxième solution. J'ai loupé mon effet à la fin. Donc dans les suites opératoires, on protège le patient avec une paire de cannes anglaises, mais on autorise un appui complet, à l'exception de certaines lésions méniscales associées. On utilise énormément la cryothérapie. Hein. D'emblée, alors on a fait le choix du squid pour des raisons pratiques. Vous avez le Game Ready aussi qui peut rendre service au niveau cryothérapie. Et on utilise bien sûr une genouillère dans les suites, préconisée pendant 3 semaines, à porter uniquement la journée. Hein. On met absolument rien la nuit pour pas que le genou s'enraidisse et qu'on n'ait pas de fonte musculaire. Et puis on entame le plus rapidement possible le protocole de rééducation, mais ça c'est Loïc Arnoux qui vous en parlera mieux que moi. Alors les résultats de cette technique, en 2014 on nous disait à notre société savante, à la SOFCOT, la Société française de chirurgie orthopédique, que le KJ était clairement supérieur au DIDT à 10 ans sur la récidive, la laximétrie et l'arthrose. Ouais, ok, ça c'est incontestable.
Maintenant, le problème, c'est qu'on a quand même un taux de complication nettement supérieur sur les prises de greffons. Et tous les gens qui ont vu passer les KJ voient souvent qu'on a quand même des douleurs, ne serait-ce que cicatricielles, sur l'appareil extenseur. Sans compter tous les syndromes du cyclope ou voire les ruptures dramatiques. Et puis en 2018, les choses évoluent et changent. Donc avec les techniques de décap modernes, on a des résultats qui sont beaucoup plus proches du Kenneth Jones, avec une technique qui est moins agressive. Les premiers chiffres font état de 2% de récidive à 2 ans. Il faut rester raisonnable, peut-être être un peu moins optimiste quand même, se laisser plus de recul. Mais dans tous les cas, c'est une technique qui est vraiment très intéressante. Alors l'avenir, en ce moment, il y a un énorme retour de la suture. On repart en 1894. Oui, intéressant, pourquoi pas. Maintenant, il faudrait vraiment prendre les gens en urgence pour les suturer. Il faudrait qu'on ait des bouts qui puissent bien se recoller. J'ai un peu de mal à croire sur les petites images que vous voyez là que ça va tenir avec un seul fil. Mais pourquoi pas, il faut voir comment ça se passe. Après, il y a pas mal de choses qui se développent aussi sur les implants bioprothétiques compatibles. Là, on est encore dans le domaine de la recherche. Dans tous les cas, la meilleure chirurgie, c'est celle qu'on ne fait pas. Donc, il y a une place énorme pour la prévention. Ça, c'est à vous aussi de penser à vos patients et éventuellement de les préparer d'un point de vue rééducatif. Pour les deux côtés également, puisque, attention, 20% des patients se blessent de l'autre côté. Et là, Loïc vous parlera de quelques petites notions pour autoriser une reprise dans de bonnes conditions. Je vous remercie pour votre attention et je vais passer à Nicolas qui va vous parler du plus dur, des lésions associées. Donc on va enchaîner sur les lésions associées, c'est-à-dire que l'entorse du genou, comme on l'a bien vu, c'est essentiellement croisé antérieur, mais pas tout le temps et pas forcément isolément. Il y a aussi beaucoup de lésions méniscales, des lésions du ligament antérolatéral avec le ressaut rotatoire dont on a parlé tout à l'heure, les ligaments du croisé postérieur également, et les plans collatéraux. Alors pour pas que ce soit trop catalogue, j'ai pas pu rentrer dans tous les détails de tout, mais on va faire un petit screening comme ça des différentes lésions associées. Donc on va commencer par les ménisques. Les ménisques, on part d'un concept qui était, voilà, pour Smiley, qui est un des fondateurs, disons, de la chirurgie du genou un peu moderne, un ménisque, ça s'enlève, quoi. C'est-à-dire, vous voyez un ménisque, il faut le braquer, même s'il est joli, même s'il n'est pas lésé, un bon ménisque est un ménisque mort. On a un peu évolué depuis, mais quand même, aujourd'hui, là, les 65% des lésions méniscales ont une ménisectomie dans les ligamentoplasties croisés, compte seulement 25% de sutures et 10% de lésions qui sont laissées sur place. Ça, c'est le chiffre américain. En France, on n'est pas très loin, c'est à peu près la même chose. Pourtant, on a un peu de recul maintenant parce qu'on a enlevé beaucoup de ménisques pendant très longtemps. Et on se rend compte que sur les gens qui ont une ménisectomie avec une ligamentoplastie du croisé, donc si on garde le ménisque, il y a 25% d'arthrose à 20 ans. S'il y a une ménisectomie plus la ligamentoplastie, il y a 50% d'arthrose. Et si on enlève le ménisque sans faire la suture méniscale, il y a 75% d'arthrose à 20 ans et même 100% à 25 ans. Donc bon, maintenant l'adage dit save the meniscus. Il faut faire au maximum pour essayer de sauver les ménisques. Mais est-ce que pour autant on suture tout? Probablement non, la vérité souvent elle est au milieu. Lésion mobile, c'est-à-dire qu'on peut avec notre palpeur bouger, on va plutôt avoir tendance à la suturer. S'il est en zone vascularisée, c'est-à-dire comme on voit sur cette histologique, la vascularisation du ménisque, elle arrive par le mur méniscal et par la synoviale. Donc plus on est proche du bord libre, ce qu'on appelle la zone blanche, moins ça va avoir un potentiel de cicatrisation. On va plutôt suturer des patients, donc des lésions plutôt en zone rouge, plutôt chez des patients jeunes. Alors qu'est-ce qu'un patient jeune? Ça dépend de l'âge du chirurgien, mais on peut dire quelque chose de raisonnable, ce serait une quarantaine d'années. Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'il faut suturer des ménisques sur des genoux stables ou stabilisés, c'est-à-dire on ne fait pas une suture méniscale sans reconstruire le ligament croisé. Et plutôt des lésions récentes, en tout cas pour avoir de bons résultats de cicatrisation. On peut aussi faire des gestes sinon d'avivement de lésions un peu plus anciennes. Il vaut mieux suturer un ménisque un peu plus raccourci
qu'enlever un gros morceau de ménisque. Grosso modo, c'est ça l'idée. Alors comment on fait? Donc quand on a une lésion longitudinale verticale, c'est assez facile, c'est assez visuel. On peut faire des sutures de dehors en dedans, là, comme on peut le voir avec ces aiguilles. Ou sinon, ce qui est le plus fréquent, c'est la suture comme ça, là, avec des dispositifs Outin. Est-ce que ça veut bien marcher? Non, pardon, c'est pas Outin, c'est All Inside, mais c'est pas très grave. C'est-à-dire qu'on met une petite aiguille comme ça dans l'articulation sous contrôle de l'arthroscopie. On plante l'aiguille pour passer au-delà du mur méniscal et on déploie une première encre qui vient comme ça s'arrêter, s'arrimer derrière le mur méniscal. On met une deuxième encre en dessous, les deux encres sont reliées par des fils. On déploie pareil la deuxième encre comme ça derrière le ménisque, derrière le mur méniscal, et puis en mettant en tension le fil, ça vient refermer la lésion. L'intérêt de ces lésions verticales longitudinales, c'est qu'on peut laisser les patients en appui. Ça ne vient pas tracter sur la lésion, donc on peut les rééduquer quasi normalement. Lance de saut, comme on en a parlé tout à l'heure, en fait, c'est une lésion longitudinale qui a mal tourné, c'est-à-dire que ça va de la corne postérieure jusqu'à la corne antérieure, jusqu'à ce que le ménisque vienne se luxer dans les chancrures. Et bien on considère ça comme une lésion longitudinale verticale, à savoir si c'est une lésion périphérique chez un sujet jeune, récente, on va la suturer. Si c'est une lésion dégénérative chez un sujet âgé, ancienne, on va l'enlever, on fait une ménisectomie. Mais si vous voulez, c'est jamais qu'une grosse lésion verticale longitudinale. Les lésions horizontales, c'est, comme l'a dit Sébastien, souvent dégénératif, mais il existe aussi des lésions intraméniscales chez les patients jeunes, et on peut discuter chez ces gens-là, c'est une des rares indications de ménisectomie à ciel ouvert. On va venir aborder le mur méniscal, aviver la zone de la lésion horizontale et faire une suture à ciel ouvert. C'est quelque chose un petit peu borderline, mais on peut en discuter. Ce qui est plus fréquent, c'est la lésion radiaire, et ça c'est assez important de la suturer parce que c'est en fait ce qu'on appelle des ménisectomies fonctionnelles. Parce qu'en fait le ménisque, vu qu'il est déchiré perpendiculairement à son axe, quand le patient est en appui, en fait le ménisque s'extrue complètement et ne joue plus du tout son rôle d'augmentation de la congruence de l'articulation. Donc le but du jeu, c'est d'aller réparer la lésion. Donc on commence par l'aviver. Vous voyez sur le premier cliché, on voit la lésion. Sur le deuxième cliché en haut, on voit que c'est un peu saignant parce que ça a été avivé avec un instrument. Et puis ensuite, on passe des fils, le même dispositif qu'on a utilisé tout à l'heure sur la vidéo. Et donc de part et d'autre de la lésion, on vient placer des encres et refermer cette lésion. Là, pour le coup, les lésions radiaires comme ça, il ne faut pas appuyer parce que la remise en appui écarte la suture et donc on empêche de cicatriser. Il y a d'autres lésions, c'est les lésions, ce qu'on appelle les rampes lésions, les lésions ménisco-synoviales, qui sont très postérieures, où on a une désinsertion en fait de la synoviale sur le ménisque. Et là, il existe des dispositifs de crochets qui nous permettent d'aller raccrocher la synoviale au mur méniscal. Alors ça peut avoir relativement mauvaise réputation, notamment chez les sportifs, disons pro, parce que ça retarderait la rééducation, ça retarderait le retour au jeu, donc il ne faudrait pas suturer les ménisques et plutôt faire des ménisectomies. Alors, quand on est dans le cadre d'un ménisque plus LCA, dans cette étude-là montre qu'à 6 mois, les résultats isocinétiques, qu'on ait fait une ménisectomie ou une suture méniscale, sont les mêmes. C'est-à-dire que même si le début est un peu plus difficile, le résultat à moyen et long terme est supérieur sur la suture, donc ça a plutôt tendance à nous encourager dans la démarche de sauver le maximum de ménisques, avec, comme je l'ai dit, des suites un petit peu plus difficiles à moyen terme, mais des meilleurs résultats à long terme. Il faut quand même être prêt, quand on fait de la suture méniscale, à s'exposer à un taux d'échec, parce que tout ce qu'on suture ne peut pas guérir, et on dit que les chiffres modernes, c'est à peu près 10%. Voilà. Alors ensuite, on va parler du ligament antérolatéral, donc responsable du ressaut rotatoire. On voit sur l'image un ressaut un peu explosif. Ce ligament antérolatéral, là, il y a eu une espèce d'effet de mode, c'était le nouveau ligament du genou. En fait, c'est connu depuis très longtemps. Monsieur Second, anatomiste parisien de 1800 et quelques, avait décrit ça, là, la fracture de Second, qui est comme étant pathognomonique de la rupture du ligament croisé antérieur. En fait, c'est l'arrachement de l'insertion tibiale
du ligament antérolatéral. Alors il y a tout un tas de techniques chirurgicales pour faire ce qu'on appelle les retours externes, les renforts du ligament antérolatéral pour lutter contre ce ressaut rotatoire. Quand il y en a un peu trop, généralement c'est qu'il n'y en a pas une qui est réellement meilleure que les autres, ou enfin. Voilà. Donc ça c'est les techniques, disons, externes seules. La plus connue c'est le Lemaire. Et sinon, ce qui est aussi pas mal fait, c'est les plasties mixtes, c'est-à-dire reconstruisant à la fois la partie intra-articulaire et faisant un retour externe. Il y a le Macintosh, il y a le Jaeger, il y a la technique qu'utilise Stéphane à Libourne qui consiste à faire un jeu DT4 plus retour, enfin DT3 plus retour, avec une partie intra-articulaire et un retour qui est transosseux, pas over the top. On va faire des détails techniques, mais c'est-à-dire que c'est une plastique qui fait à la fois le croisé antérieur et le retour externe. Alors ce qu'il faut faire, c'est le retour externe systématiquement. Quand on regarde l'étude de Sandrine Côté en 2017, 540 patients, 3 types de reconstruction, KJ, DIDT et DIDT avec un retour externe. Les courbes de survie, DIDT plus retour externe, c'est la meilleure survie, c'est la courbe du haut, DIDT en dessous et KJ encore en dessous. Donc quand on compare les techniques une à une, pas de différence DIDT-KJ, par contre, supériorité du retour externe dans les deux cas. Alors, bon, on voit ça, on va dire, ok, chez le sportif pivot, sans doute qu'il faudrait se poser la question. Mais, plus d'hématomes, plus de douleurs, plus de... Bon, une cicatrice, à la limite on s'en remet, mais des raideurs et de l'arthrose externe dans les interventions avec plastie de la haie. Donc, peut-être pas chez tout le monde. Donc, le consensus actuel, c'est chez le patient très jeune, moins de 20 ans, avec une grande laxité, avec un ressaut explosif et sportif pivot contact en compétition. Voilà. Croisé postérieur, donc assez fréquent aussi, le deux types de mécanismes d'hyperextension et puis les tableaux de bord ou les plaquages. On a dit que le traitement est avant tout médical et on opère si échec du traitement médical ou laxité symptomatique. Malgré le traitement médical, je veux dire, ou lésion associée, excusez-moi, par exemple du printemps postéro-externe. Le traitement médical, c'est port d'une orthèse pour lutter contre le tiroir post, renforcement quadricipital. Si 3 mois de traitement médical, toujours une laxité symptomatique, on fait une reconstruction, c'est superposer des techniques du croisé antérieur, simplement on utilise un viseur tibial particulier parce que la différence c'est que le tunnel transtibial, derrière il y a la poplité. Donc il ne faut pas aller perforer l'artère, donc on a des dispositifs qui nous permettent d'éviter ce genre de désagrément. Ensuite, j'ai parlé de la laxité postéro-externe, donc c'est les lésions du ligament latéral externe et du poplité, et ça peut être éventuellement associé au biceps fémoral, ça peut être éventuellement associé à des ruptures capsulaires externes. En tout cas, cliniquement, ça se présente comme ça par un récurvatum plus une rotation externe du tibia. C'est ce qu'on appelle le test de Houston. Ça consiste à prendre le patient par les deux hallux, on soulève, et si le tibia où il y a une lésion du point d'angle postéro-externe va chuter en arrière avec un récurvatum. Quand ils se mettent en appui, une hypodale, on peut avoir un valgus dynamique, comme c'est montré sur cette photo, et on a le reverse pivot shift, c'est le ressaut, mais à l'envers. C'est un ressaut qu'on arrive à réduire en relevant le tibia. Ça, c'est un patient qu'on a opéré avec Benoît, donc on avait reconstruit le plan externe. Donc pour faire les plasties du plan externe, il y a deux faisceaux à reconstruire. Il y a le ligament latéral externe qui va de l'épicondyle à la tête de la fibula, et on a le poplité qui va lui aussi de l'épicondyle externe jusqu'à la partie postérieure du tibia. Si on a suffisamment de transplant, on peut reconstruire le poplitéo-fibulaire qui vient de la fibula jusqu'au même tunnel transtibial. Pour les entorses graves du ligament latéral interne, ça devient chirurgical à partir du grade 3, c'est-à-dire avec une laxité en extension complète. Sur l'IRM, on peut avoir des éléments qui nous aident à l'indication chirurgicale. Il y a ce qu'on appelle l'effet Steiner, c'est-à-dire une des insertions au niveau du tibia, et le LLI, si vous voulez, qui vient se mettre au-dessus du sartorius.
Ça a été tellement arraché que ça vient se reposer, mais au-dessus de la patte droite. Il y a aussi ce fragment de LLI qui peut se retrouver en intra-articulaire. Donc tout ça, on sait que ça ne cicatrisera pas, donc il faut aller chirurgicalement. Quand on a une grosse adduction osseuse, pareil, on va avoir tendance à aller opérer. Il faut le faire tôt, dans les 7 jours post-traumatiques, et plutôt, la tendance maintenant, c'est plutôt de faire des plasties, là aussi, plutôt des réparations. Même si c'est encore fait parfois, hein, mais c'est bon, les preuves montrent qu'il faut plutôt faire des reconstructions que des sutures. Et donc là c'est pareil, on reconstruit 2 faisceaux, un faisceau antérieur qui reproduit le LLI, en tout cas les fibres antérieures du LLI, et puis le faisceau postérieur, ce qu'on appelle POL, c'est post-allèle oblique ligament. Donc un faisceau postérieur qui reproduit les fibres postérieures du ligament latéral interne. Quand on en est aux lésions associées, on a aussi parfois des gens qui ont négligé une laxité qui n'ont pas été opérés et qui commencent à avoir des signes d'arthrose débutante. Et là, il faut parfois associer un geste d'ostéotomie tibiale de vagisation à la ligamentoplastie. Voilà, donc on peut faire ce geste dans le même temps, on fait une ostéotomie plus une reconstruction du croisé antérieur. C'est aussi indiqué parfois sur les lésions du point d'angle postéro-externe pour lesquelles le fait de les mettre en valgus, ça décharge un peu ces fameux ligaments. Quand on a des lésions multiligamentaires, des genoux avec comme ça toute une série de ligaments touchés, c'est trop compliqué de les screener un par un, donc j'ai fait des grandes tendances, si vous voulez. Là, c'est un state of the art fait par les 3 ou 4 grands noms de la ligamentaux d'aujourd'hui, hein, et qui nous disent que, en gros, le traitement chirurgical est mieux que le traitement médical, qu'en aigu, il faut les opérer plutôt tôt, c'est-à-dire dans les 6 semaines post-traumatiques plutôt qu'à distance. Il faut faire des plasties plutôt que des réparations. Et alors c'est bien joli tout ça, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, on n'a plus trop de transplants. Donc c'est peut-être dans ces genoux multiligamentaires où c'est vraiment intéressant d'avoir de l'allogreffe, ou parfois on se sert sur le genou contralatéral. Enfin, c'est parfois un peu compliqué, surtout que ça commence à faire des tunnels un peu dans tous les sens. Mais bref, en tout cas, ça vaut la peine de se battre, a priori, parce que les résultats sont meilleurs quand on les opère, et vite, et qu'on les rééduque derrière. C'est des jours, on sait que ça va durer longtemps, ça dure entre 9 mois, 1 an, même parfois un peu plus en rééducation. Je vous remercie, je vais laisser la parole à Loïc qui va nous parler de ça. Bonjour, donc je suis Loïc Arnoux, j'ai une double activité, je suis kinésithérapeute à temps plein au club de rugby de Bordeaux. Et depuis des années, je travaille à la clinique Jean Villard, Orthopole et au centre Terfort avec Benoît Bouteau, Jérôme Agenzi et Nicolas Verdier. Je les remercie de m'avoir proposé d'intervenir. Donc ils m'ont demandé d'intervenir assez rapidement sur un sujet assez vaste, qui est la rééducation d'un genou opéré et quels sont les critères de retour au sport. Donc, pour cette petite présentation, je vais parler d'un protocole de rééducation qui s'appelle le protocole de Melbourne. Et à travers mon expérience professionnelle qui est quand même métissée, puisqu'on travaille avec pas mal de personnes issues du monde anglo-saxon, ce protocole reprend pas mal de paramètres qui sont chers à nos amis de l'hémisphère sud, qui sont l'établissement de différentes phases à valider au cours de la rééducation. Donc c'est pour ça qu'ensuite je vais vous présenter la timeline présentant ces différentes phases de rééducation. Et enfin je vais faire une petite présentation sur les différentes études qui valident les tests de return to play, retour au jeu. Voilà. Donc une timeline, en fait, c'est quelque chose qu'on va présenter aux patients. On le fait au club pour toute pathologie dépassant 3 semaines. On essaie de classifier les différentes étapes qui vont jalonner la rééducation du patient. Donc ici, bien sûr, je présente la timeline après chirurgie d'une ligament croisé. Donc avec la phase 0 qui va être la préopératoire, la phase 1 récupération post-chirurgicale, la phase 2 force et contrôle moteur, neuromoteur, 3 la phase de course et de landing, et la phase de validation qui va entraîner un retour au jeu. Mais alors retour au jeu, qu'est-ce que c'est? Ça va être principalement un retour à l'entraînement, et ensuite le patient qui redevient sportif va devoir
valider d'autres critères qui sont autres que rééducatifs, qui vendent plutôt son fitness et sa capacité à rejouer en compétition, et donc ce qu'on appelle le return to competition. Donc le protocole de Melbourne est assez intéressant parce qu'il édite les 3 axes principaux que l'on va devoir valider au cours de cette phase, et on va pouvoir les présenter aux patients. Donc en préopératoire, c'est éliminer l'épanchement, récupérer les amplitudes articulaires et récupérer environ 90% de la force du poids des ischio-jambiers comparé à l'autre côté. Bien sûr, ça c'est idéal parce que parfois on est malheureusement tenu par des délais avec les sportifs professionnels de les opérer un peu plus précocement pour les avoir un peu plus tôt de retour sur le terrain. Donc le protocole de Melbourne, il va présenter différents items à valider. Donc l'extension passive du genou, la flexion passive, l'œdème, disparition de l'œdème, force à 90 comparé à l'autre côté, et ils mettent un hop test qui doit être à 90% comparé à l'autre membre. Donc il y a un tableau qui est édité et on va pouvoir cocher la validation. L'intérêt de ce protocole, c'est qu'il est argumenté toujours par des études EBP. On tend de plus en plus à être dans une evidence-based pratique, donc pour sortir un petit peu d'un empirisme. Et donc tout ça, tout au long de la rééducation et de ce protocole, on va pouvoir valider toutes ces étapes-là. Donc, passer cette phase 0 qui est la préparation à la chirurgie, on va pouvoir entrer dans la récupération post-opératoire avec bien sûr les 3 objectifs principaux, bien verrouiller, disparition de l'œdème et réveiller le quadriceps. Donc là, les validations de cette phase vont survenir dans des délais qui vont être variables, selon qu'il y ait eu une simple rupture du ligament croisé ou qu'elle soit compliquée par des lésions connexes. Donc les délais que j'ai positionnés sont bien sûr dépendantes de la génétique du patient et des lésions qui ont été associées à sa chirurgie. Donc la phase 1 classique, pas de diminution de l'œdème, pas de flessum, bon verrouillage et débuter le travail de force. Donc là aussi, il y a différents paramètres à valider qui sont très simples. Ensuite, on va rentrer dans la phase 2, qui va être force et contrôle neuromoteur. Donc, c'est récupérer l'équilibre sur un pied, récupérer un maximum de force musculaire et être capable de faire un squat unipodal. Donc là, ça va être entre S10 et S14 qu'on va valider ces phases-là. Donc, c'est relativement... l'intérêt de ce protocole, c'est qu'ils font... passer pas mal de tests de validation qui vont être simples, l'extension passive, flexion, pas d'épanchement, test d'alignement fonctionnel, c'est simplement un squat unipodal où on va regarder l'alignement du bassin, l'alignement du genou par rapport à la cheville, un bridge, coucher sur le dos, décoller les fesses, ensuite un calf raise, c'est-à-dire monter sur la pointe des pieds, un side bridge test qui va être un test de planche de gainage latéral, squat unipodal, un équilibre unipodal, presse une jambe, 1,5 poids du corps, squat 1,5 poids du corps. Donc tout est vraiment très protocolisé et ça nous permet donc de remplir ces différentes cases et ce qui nous permet de franchir pas à pas et de jalonner, donner des objectifs à notre patient tout au cours de sa rééducation. Ensuite, la phase 3, ça va être la reprise de la course et le travail de réception de saut, le landing. Donc on va évaluer bien sûr la qualité du saut, de sa réception, la technique, la distance et l'endurance, l'intégration d'exercices d'agilité et de jeux modifiés, c'est-à-dire on va commencer à lui faire retoucher un peu le terrain pour lui redonner un peu de bonheur dans sa vie de patient, et la récupération de l'intégralité de la force et de l'équilibre. Donc là aussi, on va valider des tests avec des single hop tests, triple hop tests et triple crossover hop tests en fin de validation de cette phase-là. Ensuite, un side hop test, c'est des sauts latéraux, il y a deux traits au sol de 20 cm, on va faire jambe gauche en jambe droite et on va comparer.
le single quad, le white balance test, qui est un test où on va venir en unipodal pousser une box en antérieur, en postéro-médial et en postéro-latéral, et on va comparer les deux. Donc c'est un test de mobilité et de force qui va nous permettre de comparer, et tout ça c'est une approche quantitative. Donc là, on va rentrer dans la phase 4, retour au jeu. Alors nous, on a, à l'Orthopole et Terfort, on a mis en place, on a essayé de simplifier parce que à l'UBB, on a plusieurs tests. On essaie déjà d'archiver pour chaque patient, pour chaque joueur, on essaie d'avoir des datas pour, lorsque malheureusement ils se blessent, on ait une idée de leur niveau avant la blessure, et surtout pour pouvoir comparer. Donc ça va être les hop tests, ça va être un white balance test, ça va être des tests isocinétiques, ça va être tout un MySprint qui va permettre d'identifier le couple force-vitesse quand le joueur sprint. Mais à l'Orthopole, on a fait un peu plus simple. Donc on va faire les hop tests, single, triple et crossover. Avec le LSI, c'est Limb Symmetry Index. On va prendre la mesure du membre opéré, divisé par le membre non opéré, on multiplie par 100, ça va nous donner donc un pourcentage. Donc on va faire un test isocinétique, on a pu voir notre appareil que l'on a à Orthopole. Et le test ACL-RSI, le LES test, Landing et Error Scoring System, qui est un test pour identifier qu'il n'y a pas de valgus, et le GNRB, qui va être une mesure de la laximétrie, où on veut une laximétrie inférieure à 30 mm. Donc, on essaie d'avoir autour de notre sportif différents paramètres, une approche quantitative via les HOP, le test ISO et le GNRB, une approche qualitative via les drop tests, les HOP également, puisque la qualité de la réception est évaluée, c'est-à-dire qu'on peut mettre de la qualité aussi dans cette approche quantitative, et ensuite une approche psychologique avec le test ACL-RSI. J'ai essayé de faire une synthèse. On a essayé avec mes collègues de réfléchir quels étaient les tests pertinents à faire en médecine de ville, en kinésithérapie de ville. Donc on s'est appuyé sur différentes études. Donc celle de Christie's, qui est assez récente, qui date de 2016, et qui a montré sur une population de sportifs de haut niveau donc eux, leurs tests, pour l'isocinétisme, il y a autant de protocoles que d'études en général, mais en gros, nous, à l'Orthopole Terfort, on utilise un test concentrique à 60 degrés, à 180, à 240, et un test excentrique ischio-quad à 30 degrés. Eux, dans cette étude-là, ils avaient fait de mémoire 60 degrés, 180 et 240. Un T-test, c'est un test de sprint où on fait un T en fait, et on doit le faire en moins de 11 secondes. Et ils avaient rajouté les hop tests. Ils s'étaient rendu compte que quand les sportifs avaient validé ces différents tests, ils avaient 4 fois moins de risque de récidiver, que ce soit en homolatéral ou en controlatéral. Donc c'est pour ça que les RTP sont importants à être validés pour éviter toutes ces récidives, avec tout ce que ça peut entraîner comme impact, que ce soit dans la vie de tous les jours pour un sportif amateur ou au niveau économique pour un sportif professionnel. Le ACL-RSI, là aussi, c'est un test de confiance dans son genou après la chirurgie. Donc, il y a une étude qui avait prouvé que quand on était supérieur à 6 mois à 60, à ce score, il y avait nettement moins de chances de se reblesser, donc on se base là-dessus, et à l'UBB on l'utilise également. Et enfin, le LES test, vous l'avez vu, c'est le jeune homme qui bondissait, qui a une réimpulsion après réception et réimpulsion. L'intérêt là, c'est de regarder s'il n'y a pas de valgus dynamique, en analysant la réception avec le pied, éviter l'effacement de l'arche ménale, l'absence de valgus dynamique et plus généralement la capacité à absorber une triple flexion et une triple extension. L'intérêt de tous ces tests, c'est après qu'on peut mettre, après avoir validé, que ce soit nous qui ayons fait la rééducation ou d'autres kinésithérapeutes,
on fait une synthèse et qui peut être tout simplement dire notre patient, le test isocinétique a montré qu'il y avait un déficit de force, et il faut retravailler tel groupe musculaire. Ou les hop tests montrent qu'il n'est pas sûr et c'est corrélé avec le test ACLRSI, donc c'est essayer de remettre son patient en confiance par rapport à son genou. Et ensuite, on a un dernier test qui est le test du GNRB, qui est un appareil qui nous permet de mesurer la laximétrie de la chirurgie, du transplant, ce qui permet d'avoir une approche aussi là, qualitative de la ligamentoplastie et qui permet. Ce qui est intéressant aussi, c'est que malheureusement, en cas de repathologie du genou, on va pouvoir retester le patient et voir s'il y a eu une problématique inhérente à ça. Ça peut être intéressant aussi dans les sportifs professionnels de leur passer les tests pour les archiver. Toutes ces datas sont importantes en cas d'entorse pour voir quel a été le degré de lésion, s'il y a eu lésion. Voilà, j'espère avoir été clair et concis. Juste pour terminer, quand reprendre, donc le feu vert du chirurgien bien sûr, les tests RTP validés, et entre 6 et 9 mois, et les études, une étude là, qui a été faite par Griden, elle encourage plutôt autour de 9 mois par rapport à la ligamentisation, et tout le temps qui passe, tous les mois qui passent après ces 9 mois diminue encore de 50% le risque de récidive. Et c'est pour ça qu'on voit souvent les joueurs de NBA, ils mettent plus d'1 an à revenir sur les terrains, parce que derrière il y a tellement d'argent en jeu que les assurances ne sont pas très contentes de voir des joueurs reprendre trop tôt avec des risques de récidive. Voilà. J'espère avoir été concis, je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Peuvent venir pour qu'on puisse répondre à vos questions éventuellement. Donc n'hésitez pas, profitez-en, on est là pour essayer de répondre au mieux. Entre le trauma initial et l'IRM, il y aurait un délai minimum à attendre? Alors, je dirais que c'est plus Sébastien qui peut répondre, mais on n'est pas très pressé non plus. Sauf vraiment un genou bloqué et encore genou bloqué. La pression, elle est économique, c'est tout, je pense. Voilà. Les gens qu'on connaît, on leur fait une IRM très rapidement, nos copains Toubib, pour qu'ils sachent à quoi s'en tenir. C'est plus. Mais pour la prise en charge chirurgicale ou médicale, je crois que du moment qu'on a notre attel, tout va bien. Quoi. Voilà. C'est important de connaître un radiologue, hein, ça c'est. Non, il n'y a pas d'urgence globalement à intervenir. De toute façon, l'urgence, c'est la rééducation. Ça, c'est clair. D'autres questions? Vous êtes trop endormi pour y répondre? Oui. Je vous passe le micro. On lit dans la presse sportive que vous intervenez souvent très rapidement, pratiquement dans les 48 heures qui suivent, chez les sportifs professionnels, après une rupture d'un ligament croisé. Vous n'êtes pas gêné pour intervenir sur un genou qui va être enflammé, siège d'un épanchement? Alors, nous, chez nous, on ne se précipite pas dessus, très clairement. Alors, il y a effectivement des enjeux économiques, mais c'est vraiment l'examen clinique du genou qui va guider le geste. Si le patient arrive qu'à une énorme arthrose, il est évident, avec un genou tout raide, il est évident qu'une chirurgie précoce, le temps qu'on pense gagner avant, on le perdra énormément après. Donc c'est vraiment l'intérêt de la préparation. Je crois que là, je pense que Thierry sera d'accord avec ça aussi. On ne gagne pas du temps à opérer un genou plus tôt, s'il n'est pas bien préparé. Pour le foot, le délai là, le délai de reprise après un croisé antérieur, on voit certains qui reviennent à 6 mois. Il y a un recul. Il y a quelques années, on avait une tendance à vouloir gagner du temps et pas qu'un concours à reprendre plus vite. Maintenant, on repart un peu machine arrière, on repart sur 7, 8, 9, 10 mois. Au rugby, ils reviennent quand? Mais c'est en fait les études, notamment l'étude de Holzlow, Là, dont je parlais,
a montré qu'il y avait un risque quand même relativement important à faire reprendre les sportifs très tôt. Et pour répondre aussi à votre question, nous en tant que rééducateurs, on n'est pas forcément très enchantés quand les patients se font opérer très rapidement après leur lésion, parce que c'est des terrains qui sont souvent en souffrance et on galère un peu plus en termes de rééducation. Mais effectivement, nous au rugby, on est à repousser les reprises après 8 mois, 9 mois, même si les tests de RTP sont bons, on essaie d'éviter de les remettre trop près en situation de risque et d'éviter les récidives, parce que c'est un drame pour le sportif et c'est un drame pour le club, et aussi nous en tant que personnel intervenant auprès d'eux, on le vit mal. Mais il y a, je crois, maintenant pas mal de bilans IRM sur la maturation des transplants. C'est-à-dire que nous, à l'UBB, nos joueurs opérés régulièrement en fin de rééducation, on leur fait passer des IRM pour essayer d'avoir une idée de la maturation du transplant. Ils font ça aussi, mais j'ai du mal à comprendre l'intérêt, parce qu'on voit un signal qui change au sein d'un transplant, mais vous avez fait des tests cliniques et tout. Moi j'ai l'impression que c'est plus une prise en charge psychologique du sportif, parce que c'est pas parce que je dis que le ligament est blanc que le gars il va pas jouer. Hein. Donc à mon avis, ouais. D'ailleurs, je sais pas si la sécurité sociale doit prendre en charge ces IRM psychologique. Après, ils payent tellement cher, ils ont tellement de charges sur leur salaire que... Dans tous les cas, on s'adapte au niveau du sport du patient. Il est clair qu'on se fie vraiment aujourd'hui, hein, on a vraiment quand même pas mal transformé notre pratique en se basant vraiment sur les tests que vous avez pu voir fonctionnels et l'utilisation du test idiocinétique du Génorob pour prendre la décision, en sachant que même si on autorise à 6 mois à reprendre l'entraînement, ça ne veut pas dire qu'on autorise un match non plus, hein, parce que les contacts c'est plutôt facilement 8 mois, 8-9 mois. Juste un exemple entre le dernier joueur qui a eu un croisé, il a voulu par pression des agents à l'autre se faire opérer assez rapidement. C'est pas pour un chirurgien bordelais, donc ils sont pas en cause. Donc il s'est fait opérer à 3 semaines et finalement il a repris à 14 ou 17 mois, je ne sais plus exactement, mais Jacques. Il a repris à 9 mois là. 9 mois. On était alors 9 mois, on est quand même sur des délais, nous un tout petit peu plus court peut-être que dans le rugby, au foot, on est sur des délais à 6-7 mois en général, autour de 7 mois. Parce qu'on a de meilleurs kinés surtout. Eh oui, je sais pas D'autres questions, oui. Vous n'avez pas parlé c'est peut-être pas le sujet, mais des protocoles de cicatrisation spontanée de l'OCA. Enfin, spontanée non, mais des protocoles de cicatrisation. Je vous avoue que j'en vois pas beaucoup, parce qu'ils s'arrêtent au niveau de Thierry, hein, la plupart du temps. Hein. En général, quand on les voit, ils sont chirurgicaux, donc peut-être que vous pourrez répondre mieux que moi là-dessus. Non, pas spécialement. Soit on a effectivement des joueurs qui cicatrisent spontanément, mais on n'a pas de prise en charge particulière. On va essayer dans un premier temps de rééduquer, de maintenir un équilibre au niveau musculaire. Et souvent c'est sur le contrôle IRM qu'on fait quelques temps après qu'on a une bonne ou une mauvaise surprise. Après reste la qualité clinique du test. Hein. S'il a une cicatrisation en cours, on l'a dit ça tout à l'heure, mais qu'il n'est pas fonctionnel ou il y a une laxité, on le fait quand même opérer. On peut le considérer comme rompu complètement. Juste une chose, ça arrive hein, qu'on ait des doutes, on se dit bon, qu'est-ce qu'on fait, et là en fait on se sert du Génorob. Voilà. Ça c'est un outil qu'on utilise depuis peu, mais voilà, pas plus tard que cette semaine, un rugbyman de bon niveau, il a déjà vu un chirurgien lui dit bon, ouais ça a l'air de tenir à peu près, bon, je le vois en consultation, effectivement très musclé, un examen difficile. On le passe sur Génorob, un différentiel supérieur à 3 mm avec l'autre côté, bon, on sait qu'il sera chirurgical, hein. Là-dessus il n'y a pas de doute. Jérôme Magendie, le collègue, le troisième larron du trio. On a parlé beaucoup des sportifs et des sportifs de haut niveau. On a peu parlé de la population générale que je vois un petit peu plus moi, c'est-à-dire la ménagère de 40 ans ou le jeune sportif de 60, qui n'a pas du tout les mêmes exigences ni pour sa vie, ni pour son travail, ni pour son sport. Et là, effectivement, on peut être tenté d'utiliser ou de tester un protocole kinésithérapique ou fonctionnel avant d'en venir à la chirurgie.
Voilà, on en vient parfois à la chirurgie, mais de façon plus mesurée parce que ces terrains-là récupèrent moins vite, moins bien, moins complètement. Donc il faut être précis sur le plan chirurgical, précis sur l'indication, et il faut être patient sur les suites. Voilà, donc les traitements médicaux pour les non sportifs, entre guillemets, sont toujours bien sûr envisagés avant d'en venir à la chirurgie. Mais sur ces terrains-là, on sait que même des lésions partielles ont 100% de chance de plaquer chez des jeunes sportifs dans les 2 ou 3 ans qui suivent sur une lésion qu'on ne traite pas parce qu'on pense que ça va venir. Donc là, on a des études précises pour dire que chez les jeunes sportifs ou des sportifs au contact, ça ne tient pas. Voilà. Mais ce n'est pas les mêmes populations, je suis d'accord. On voit parfois des gens qui n'ont pas été opérés plus tard, et au stade des conséquences, hein, parce que le frein primaire c'est le croisé antérieur, mais il y a les freins secondaires, le ménisque interne, et puis ensuite c'est le cartilage qui paye. Hein. Donc c'est ce que je disais, là, moi, le cas que j'ai présenté d'ostéotomie tibiale de validation, c'est un type qui, parce que indépendant, je sais pas quoi, il était maçon, un truc comme ça, il n'avait pas voulu s'arrêter, parce que c'est vrai que c'est des contraintes hein, de se faire opérer, mine de rien, quand c'est pas son boulot de se serrer de son genou. Et ben ouais, sauf que une lésion à 25 ans, à 35, 40 ans, on a un genou de 70. Hein, donc moi je serais un peu mesuré. Hein, enfin, je veux dire, en tout cas sur une laxité clinique, hein, on n'opère pas l'IRM, hein, c'est toujours pareil, on n'opère pas une image. Hein, mais sur un genou instable, ouais, moi j'ai plutôt tendance à les pousser à la chirurgie quand même. Hein, Alors je vous pose cette question parce que je sais qu'il existe des protocoles de cicatrisation, on parle pas sur un ligament qui peut rester lésé et du coup avec une hyperexcité. On parle sur une rééducation fonctionnelle et testé 9 mois après, on n'a plus le tiroir, on n'a pas justement le... D'accord. L'indication elle est clinique, elle est sur la laxité. Et sur un genou stable, j'ai envie de dire, ils ne devraient même pas avoir d'IRM presque. Enfin, c'est le... Si on part avec un test de Lachman négatif ou un genou stable, très peu de pivot, pas de sensation d'instabilité, c'est jouable. Mais dès qu'il y a une petite laxité, on a maintenant des bons examens à la fois qualitatifs et quantitatifs, avec des tests à la fois sur génurobe et des tests fonctionnels chez les kinésithérapeutes. Là, on sait vraiment comment ça va se passer. Sur l'approche après des facteurs biopsychosociaux, justement, sur la charge mentale, après, il y a quand même un paramètre. Vous vous organisez comment après au sein de votre exercice, suivant les profils justement de patients, qu'ils soient sportifs de haut niveau, après ou personnes lambda, par rapport à la kinésiophobie par exemple, qu'on peut retrouver sur différentes populations. Est-ce que vous travaillez en pluridisciplinaire au sein des différentes structures, qu'elles soient sportives après ou justement sur votre organisation? Nous, à l'UPB, on a une psychologue qui suit les joueurs. C'est-à-dire que dès qu'il y a des blessures relativement importantes ou qu'on sent un mal-être au cours de la saison, il y a une psychologue qui intervient au club et qui va les accompagner tout au long de leur chirurgie, parce que c'est vrai que on a différentes personnalités au sein de l'équipe et qu'on n'est pas forcément formé pour pouvoir répondre à ce type de souffrance, sachant qu'en plus c'est des hommes qui ont tendance un peu à cacher leurs faiblesses et leurs failles. Donc nous à l'UPB on a effectivement une psychologue qui intervient et qui fait du bon boulot. Voilà. Et c'est important. Oui, on a aussi un psychologue qui intervient régulièrement au niveau du club et qui va intervenir plus particulièrement s'il y a une pathologie ou un traumatisme. Le problème, je crois, souvent, c'est pas forcément la blessure, c'est le fait qu'ils ne peuvent plus jouer au football, quoi. Donc on leur dirait, tu vas marcher sur les mains pendant 10 jours, et ils vont marcher sur les mains pendant 10 jours pour reprendre plus vite, quoi. Il faut essayer de les canaliser pour dire il y a un protocole, il y a un délai, et même si tu as les réflexions par rapport à ça, tu risques de rejouer au foot à 9 mois, à 10 mois, mais il faut respecter le protocole. Il y a certains praticiens qui font des injections de PRP. Est-ce que ça peut aider? Est-ce qu'il y a eu des preuves là-dessus par rapport à des cicatrisations méniscales, en particulier de suture? Est-ce qu'il y a des études qui ont été faites là-dessus? Alors, peut-être, mais je t'avoue que j'ai pas d'expérience personnelle et
Moi, je crois plus à l'alignement aux gestes, disons, déjà mécaniques local. Après, un adjuvant, si tu veux, comment dire, biologique, pourquoi pas, hein, philosophiquement, c'est vrai que c'est intéressant. Mais on est dans le stade un peu expérimental hein, pour le moment. Pourquoi pas à suivre, à faire à suivre. Je t'avoue que j'ai pas de pratique clinique en tout cas, j'ai pas lu grand chose de très concret là-dessus. En tout cas, il faut être un peu, il faut bien viser si c'est à l'aiguille. Mais après, il y a des patchs. Hein. Je sais que sur les réparations nerveuses, on entoure on fait une petite gaine de PRP parce que on peut le détourner dans différentes formes. Je crois que si c'était miraculeux, on en aurait plus parlé. Donc je reste un peu mesuré, mais en tout cas il y a une piste, hein. Il y a un travail là-dessus, là, sur le biologique. Hein. C'est comme les substituts méniscaux, là, commence à sortir sur le marché des substituts méniscaux. Alors il y a des gens qui le vendent comme étant le nouveau traitement de l'arthrose, ça c'est des menteurs, je suis très clair avec ça. Ensuite, pourquoi pas sur ces indications-là, mais là où ça a montré un intérêt, c'est dans les douleurs post-ménisectomie. Donc déjà, si on peut éviter de faire des ménisectomies, c'est pas mal. Voilà. Mais sans doute c'est peut-être l'avenir, mais c'est pas encore aujourd'hui. Ouais. Je suis un peu surpris quand tu as parlé de l'entorse du ligament latéral interne, tu as dit que les opérer vite, alors que souvent quand même ils cicatrisent pas mal. Même les grades 3. Même sur des grades 3. En tout cas, sans des fragments qui sont complètement déplacés, ouais, je te parle pas des... Ouais, mais en fait c'est ça, c'est que les indications il y en a très peu, et les résultats sont meilleurs si on les fait tôt. Voilà. Après, moi c'est pas de moi, hein, c'est des articles de publication, mais je suis d'accord avec toi que 98% c'est médical. Voilà. Il faut isoler les quelques cas gravissimes. Faut pas l'oublier celui qu'on a. Est-ce que tu confirmes que dès qu'on diagnostique une lésion d'un genou, comme ça, il faut d'emblée rapidement envoyer chez le kiné pour essayer d'avoir dès le départ un entretien Clairement. Si on pouvait arrêter la telle en extension systématique en attendant l'IRL, je pense qu'on rendrait service aux gens. C'est quand même longtemps. Oui, mais ça, en dehors de la fracture, bon, normalement quand ils passent aux urgences, on leur fait une radio standard, c'est le minimum, théorie. Si vous voulez, on ne fait pas de grosses conneries en les faisant rééduquer. Alors on peut leur mettre la telle antalgique quelques jours, leur mettre surtout de la glace, hein. Par exemple il y a des dispositifs qui font les deux à la fois, hein, les attelles et de cryothérapie. Mais voilà, l'urgence c'est ça, hein. C'est presque comme une entorse de cheville finalement, c'est glace, repos, contention antalgique, et puis mouvement, hein. Enfin, tout de suite se remettre à bouger pour récupérer, hein. Je ne sais pas ce que tu en penses Loïc, mais c'est ça. Hein, Effectivement, il n'y a rien de pire que de laisser un genou chez lui 10 jours après l'accident, parce qu'on se retrouve avec des personnes qui vont perdre le verrouillage, qui vont perdre leur schéma de marche, qui vont perdre leur contrôle moteur. Et donc on a intérêt à rééduquer le plus précocement possible pour qu'au niveau neuromoteur, tout se remette en route. Question, non? On va passer au...